cette fourniture au fait que ces batteries ne pourraient pas être mobiles, donc elles ne pourraient pas éventuellement se rapprocher de la frontière d'Israël. Donc non seulement ces batteries sont fixes, mais en plus de ça, ce sont les Américains qui les ont fournies. Donc Israël sait où elles se trouvent. Donc la chasse israélienne, normalement, doit pouvoir les éviter. Voilà la seule information réelle que je puisse vous apporter à cette heure-ci de la nuit. Merci Jean-François. Voilà donc pour l'attaque contre Israël et les réactions à cette attaque. L'Irak avait déjà tiré 6 missiles Scud ce matin sur l'Arabie Saoudite, tout interceptés par des patriotes. Les débris s'étaient écrasés sur des zones inhabitées. La priorité accordée à la destruction des Scud, dont la recherche est entravée par le temps couvert régnant sur l'Irak, et malgré les trésors de technologie que renferment les avions modernes, cette priorité retarde le matraquage aérien des troupes irakiennes retranchées au Koweït. Par ailleurs, ces nouvelles attaques interviennent alors que la coalition anti-irakienne s'interroge sur l'étendue réelle des dégâts infligés aux forces de Saddam Hussein. Nous allons appeler Patrick Bourra à Daran. Patrick, chez les soldats alliés, cela ressemble à de la désillusion ce soir. Patrick ? Désillusion, oui Jean-Claude, surtout lorsque l'on prend connaissance des déclarations de certains commandants des Marines qui, par exemple, aujourd'hui, déclaraient « Nous sommes surpris de ne pas assister à davantage de redditions massives parmi les troupes irakiennes. » Oui, cela va être encore plus dur qu'on le pensait. Je crois que peut-être les troupes de choc, elles, ne se sont pas fait beaucoup d'illusions. Quand on entend par exemple des soldats de 22 ans, 23 ans déclarer « Je suis terrifié à l'idée que mon copain, mon pote qui est à côté de moi, va mourir. Je suis terrifié à l'idée que nous allons être obligés de terminer ces combats au corps à corps et à la baïonnette. » Oui, je crois que peut-être au Pentagone, dans les premiers jours, on a pensé que les bombardements aériens systématiques et massifs suffiraient à venir à bout de l'armée de Saddam Hussein. Et l'on est en train de se rendre compte que cette armée est certainement beaucoup plus coriace qu'on le pensait. On ne comprend pas ici, par exemple, à Daran, pourquoi après des déclarations et des communiqués qui se voulaient rassurants et pleins de certitudes, Saddam Hussein est encore capable de tirer tous les jours 2, 3, 4 salves de missiles Scud, alors que l'on nous dit que les missions qui incombent à la chasse américaine et à la chasse alliée, prioritairement, sont des missions de destruction de ces sites. Et on nous annonce tous les jours 10, 20, 30 rampes de lancement de missiles Scud détruites. Donc il y a beaucoup d'interrogations ici. On ne comprend pas le contraste qu'il y a entre les déclarations, disons, confiantes du Pentagone et la réalité sur le terrain. Merci Patrick. La guerre psychologique parallèle au conflit armé s'intensifie entre l'Irak et les Alliés, entre autres exhibition de prisonniers de guerre, utilisation de boucliers humains sur les sites stratégiques par l'Irak. Par ailleurs, dans quel but les Irakiens détruisent-ils les puits de pétrole koweïtiens? Est-ce pour obtenir une couverture nuageuse afin de gêner l'aviation alliée? Pas de réponse ce soir. Mais les puits brûlent, Anne-Marie Blanchet. Ce qui inquiète les Occidentaux, ce n'est pas que les Irakiens enflamment les installations pétrolières de surface au Koweït. Si seuls brûlent les têtes de puits et les cuves de stockage, c'est un moindre mal. Beaucoup plus dramatique, en revanche, serait l'incendie des puits de pétrole éruptifs. Il en existe environ 200 au Koweït. Le pétrole y jaillit naturellement comme un geyser, et à la sortie des puits, tout est possible. Enfin presque. Car avant de faire brûler le pétrole, les Irakiens doivent d'abord neutraliser les systèmes de sécurité, enfouis à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Or, descendre des explosifs à cette profondeur pour dynamiter des vannes exige un équipement complexe et difficile à manier. Une opération délicate, mais néanmoins réalisable, d'autant que les gisements koweïtiens sont assez proches de la surface. Les effets d'un tel sabotage, ils sont d'abord militaires. Rideaux de feu, écrans de fumée compliqueraient fortement les offensives alliées, notamment les attaques aériennes et les manœuvres à proximité. Quant à la menace d'une catastrophe écologique de grande ampleur, elle en effraie plus d'un. Scientifiques, écologistes s'interrogent sur les conséquences météorologiques et climatiques qu'elle pourrait avoir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de réponse définitive. Ce soir, le porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que les Américains n'excluaient pas de capturer Saddam Hussein afin de le juger pour crime de guerre. Pour l'heure, le président irakien se trouve dans un de ces bunkers, difficiles à atteindre. Ce sont de véritables bases aériennes souterraines.
Et plusieurs entreprises britanniques auraient travaillé sur certaines de ces bases. Je vous propose de regarder une animation réalisée par la BBC et commentée à Londres par Patricia Lémonière. Des entreprises britanniques auraient travaillé sur les bases militaires de Karaya, de Kirkou et Balad. Tous ces sites bénéficient d'installations ultra protégées. Très vastes, plus étendues que l'aéroport de Roissy, Balad dispose de 5 pistes longues de 4000 mètres. Toujours selon les enquêteurs, pour les rendre inutilisables, l'aviation alliée doit intervenir au moins 10 fois. 45 abris sont réservés aux avions. Enterrées en partie sous du sable, ces structures ont des murs de 1,20 m d'épaisseur, 50 cm de plus que les normes définies par l'OTAN. Ils peuvent abriter 1 à plusieurs avions. Le tout repose sur un coussin d'eau prêt à être vidé si un incendie devait se déclarer. Les portes, de 60 cm d'épaisseur, sont particulièrement résistantes. Afin de protéger l'ensemble contre un éventuel missile, les architectes ont élevé un mur de protection situé à 38 mètres des portes. Les pilotes qui visent ces cibles doivent faire face à 2 problèmes. Le laser est perturbé par le mur de protection. Les bombes, en particulier les américaines, percent difficilement le toit de ces abris. En lisant le contrat signé par les entreprises britanniques et le ministère de la Défense irakien, les journalistes ont fait une découverte encore plus étonnante. Un centre souterrain aurait été construit quelque part en Irak. D'après leurs sources, ce site disposerait d'une véritable piste d'envol enterrée. Équipage et techniciens vivraient aux étages inférieurs. Les bureaux de contrôle se trouveraient au niveau -2. Toujours selon leur informateur, le quartier général de l'armée de l'air à Bagdad, bombardé ce week-end, bénéficierait de protection spéciale. Il pourrait supporter des bombes de 250 kg, résister aux effets d'une explosion atomique de 250 kilotonnes et aux émanations chimiques et bactériologiques. 300 bunkers de taille variable mais de même type existeraient en Irak, selon les journalistes anglais de la BBC. Ce soir, devant la presse, Mikhaïl Gorbatchev s'est déclaré inquiet devant le danger d'escalade de la guerre dans le Golfe. Il faut tout faire pour éviter l'extension du conflit, a déclaré le président soviétique. Puis il a regretté le déclenchement des opérations militaires, estimant qu'il fallait résoudre le conflit par des moyens politiques. Les Palestiniens des territoires occupés qui vivent sous couvre-feu, un couvre-feu levé de temps en temps pendant 2 ou 3 heures pour permettre à la population de se fournir en vivres. Voici le reportage sur place de Marie-Claude Slick et Gérard Doré. Lorsque le couvre-feu est imposé, la population ne doit en aucune manière sortir de chez elle. Elle risque de se retrouver sous le feu des soldats. Dimanche à Naplouse, une jeune femme est morte tuée par un soldat alors qu'elle sortait sur son balcon. 1,5 million de Palestiniens sont sous couvre-feu depuis le 17 janvier, une partie d'entre eux déjà avant cette date. De temps à autre, la mesure est levée dans certaines localités pour permettre à la population de se ravitailler. Mais il y a peu de choses sur les étals. Il n'y a rien à vendre, c'est interdit d'aller à Naplouse ou à Ramallah pour s'approvisionner. Nous ne sommes pas autorisés à aller chercher de la nourriture pour les enfants comme celui-là. S'il veut du lait, il n'y en a pas. Cet enfermement a des conséquences graves sur toute l'économie palestinienne, mais aussi sur la santé. À Bethléem, le couvre-feu est élevé pendant 3 heures cet après-midi et beaucoup en ont profité pour se rendre chez le médecin ou à l'hôpital. L'angoisse et l'attente que provoque la guerre du Golfe est aussi très profonde chez les Palestiniens, aggravée de surcroît par le confinement dû au couvre-feu. Il est vrai que les premiers missiles sur Tel Aviv ont provoqué un sentiment de satisfaction en Cisjordanie et à Gaza. Les Américains aussi frappent les civils. Les Français, les Anglais, ils frappent les civils. Ici aussi, ce sont des civils qui ont été touchés. On est tous pareils. Comment expliquez-vous ce sentiment? C'est à cause de l'amertume due aux démolitions de maisons, aux enfants tués, aux gens expulsés, à l'humiliation des gens. Toutes ces choses poussent les Palestiniens à penser que peut-être que maintenant que les Israéliens sont touchés, ils apprendront un peu. Les territoires occupés sont tranquilles et pour cause. Le couvre-feu permet peu de mouvement et l'armée israélienne avertit. Nous sommes en situation de guerre. Toute manifestation sera considérée comme une manœuvre ennemie et sera réprimée en tant que telle. Nous allons retourner quelques instants en Israël, à Jérusalem, où nous avons François de Closet en direct. François ?
Je vous entends. Bonsoir François. On imagine facilement à Paris l'émotion des Israéliens ce soir, d'autant qu'ils pourraient bien subir encore d'autres attaques de Scud irakiens. Hein. Oui, il est évident que ce soir, Israël se sent beaucoup plus vulnérable, et ça, je dirais, pour 3 raisons. La première, vous l'avez dit, c'est que de nouvelles attaques de Scud peuvent intervenir et vont probablement intervenir. En fait, les Israéliens n'avaient jamais cru que toutes les bases de Scud avaient été détruites. Maintenant, il est certain que Saddam Hussein possède d'autres fusées pour frapper Israël. La deuxième raison, c'est qu'à l'évidence, la protection apportée par les patriotes est tout à fait insuffisante. On a appris ce soir qu'en réalité, les patriotes tirés n'avaient intercepté aucun missile. Et ça, pour une raison, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de défendre l'ensemble d'Israël que de défendre, par exemple, la base de Daram, parce qu'évidemment, c'est une étendue beaucoup plus grande, et puis parce que les trajectoires sont plus courtes. Donc le délai pour régler le tir des antimissiles est également beaucoup plus court. Et puis il y a une troisième raison, c'est que la défense passive est très difficile, parce que les Israéliens ne savent jamais s'ils doivent se défendre contre des armes explosives ou contre des armes chimiques, et que la défense n'est pas la même. Face à des armes chimiques, il faut aller se réfugier dans la pièce qu'on a calfeutrée, alors que contre des armes explosives, il faudrait descendre dans les abris. Et au choix, on choisit de se protéger contre ce qui est la pire menace, la menace chimique. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de victimes, parce que les gens n'étaient pas aux abris, parce que les gens, par crainte de l'arme chimique, se trouvaient dans les pièces calfeutrées. Donc c'est vrai, demain, ce soir et demain, Israël se révélera avec un sentiment de vulnérabilité et contre ce danger, le désir certainement encore plus fort de répliquer et d'attaquer. Merci François. Emmanuel Delataille, bien entendu, tension encore aujourd'hui sur toutes les places financières. Wall Street perd 1%, le pétrole remonte à $24. Le monde économique retombe visiblement dans l'attentisme. En fait, il y a 2 tendances. La tendance profonde, c'est une croyance à une relance mondiale dès la fin de la guerre. Et la tendance immédiate, c'est bien sûr le retour à l'attentisme, surtout avec les risques de rebondissement, comme on vient de le voir avec François à Tel Aviv. Et en fait, nous vivons depuis le mois d'août une grave crise d'attentisme qui a considérablement aggravé le ralentissement économique mondial, déjà amorcé avant, parce qu'à tous les niveaux et partout, on a, en attendant d'y voir plus clair, retardé, reporté toutes les décisions d'achat, de commande, d'investissement, ce qui a donné un grave coup à toute l'activité. On le voit maintenant dans les très mauvais chiffres qui sortent. Alors, à l'heure actuelle, tous les gens dans le milieu économique sont persuadés que dès que la fin de la guerre se profilera à l'horizon, il y aura une relance mondiale par 3 coups de fouet. Le rattrapage du temps perdu, une baisse du pétrole et une baisse des taux d'intérêt malgré les problèmes allemands. Autrement dit, toutes les conditions d'une amélioration avec le retour à l'optimisme, du pouvoir d'achat supplémentaire sur les marchés et des facilités pour l'investissement. Alors, on attend tous les jours dans les milieux économiques la fin de la guerre en se disant ça va être le moment de foncer, et la guerre se complique et on est un peu comme Patrick Bourrin, on ne comprend pas le décalage entre la puissance déployée et le retard sur le terrain. Merci Emmanuel. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité du Golfe. Aujourd'hui, bien entendu, il y a d'autres points chauds dans le monde, nous allons les évoquer maintenant. La situation est également très tendue dans les pays baltes. Voici une correspondance d'Arnaud Lapère qui est à Riga. La capitale lettonne a vécu une journée d'attente dans l'expectative des premiers résultats des négociations engagées à Moscou. L'heure n'est plus à la mobilisation massive. Devant le Parlement, les indépendantistes continuent d'ériger des systèmes de défense, mais beaucoup parmi ceux qui assuraient une présence symbolique autour du bâtiment sont partis. Les habitants de Riga avaient le sentiment aujourd'hui que leur avenir se jouait dans la capitale soviétique. Au Parlement de Riga, les députés indépendantistes préparaient leur riposte à la mise en place d'une éventuelle administration présidentielle directe. On peut nous priver du pouvoir et dans ce cas, nous lancerions un appel au peuple pour qu'il nous aide à lutter pour l'indépendance de notre République et nous nous préparons à le faire aussi longtemps que cela sera nécessaire. L'administration directe ne servirait à rien sinon à mettre de l'huile sur le feu et provoquer un bain de sang. Le pouvoir présidentiel direct remettrait en cause la démocratisation de notre République et nos premiers résultats sur le plan économique, même s'ils ne sont pas encore très importants. Dans les rues de Riga ce soir, la vie avait repris son cours normal. Seules les barricades autour de certains bâtiments, comme la télévision,
rappelaient la tension perceptible au cours des derniers jours. Les premiers échos concernant les négociations à Moscou ont apaisé les esprits, même si beaucoup d'incertitudes pèsent encore sur l'avenir. Dernier point chaud du globe pour ce mardi, le Mali, où il y a eu des émeutes. Ces émeutes auraient fait à Bamako, la capitale, des blessés, peut-être des morts. Nous avons une correspondance de François-Xavier Arispé pour l'AFP Audio. Les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, faisant 4 morts hier, alors que ce soir, des blessés graves, dont un au poumon perforé par les balles, manquent cruellement de sang, de médicaments, de soins dans le principal hôpital de Bamako. Dans cette situation d'insurrection, les jeunes s'en sont pris à des objectifs bien ciblés. Domicile des hauts dignitaires du parti unique et du gouvernement, pharmacie d'État et plusieurs commerces. Des petits groupes de jeunes extrêmement mobiles harcèlent constamment les forces de l'ordre qui ont du mal à maîtriser la situation et font preuve d'une violence accrue. Les grèves ne se comptent plus. Magistrats et avocats depuis ce matin, internes en médecine depuis hier, sont venus s'ajouter aux étudiants et lycéens alors que le gouvernement a annoncé ce soir la fermeture de tous les établissements scolaires. Dans ce bras de fer lancé par les partisans de la démocratie et du multipartisme, le gouvernement n'a pas répondu pour l'instant, si ce n'est par la force, aux manifestants qui pourraient bien, après l'accalmie de ce soir, reprendre le chemin de la rue demain. Voilà pour l'étranger. Je vous propose maintenant de regarder en bref et en image les autres nouvelles de France avec Véronique Lafont. Lancement de la campagne des législatives partielles par Michel Noir, Michel Barzac et Jean-Michel Dubernard. Les 3 néo-rénovateurs démissionnaires du RPR proposent un contrat pour une nouvelle démocratie avec notamment une réforme des institutions. Les élections auront lieu dimanche. Un homme d'origine sénégalaise soupçonné de trafic de drogue tué par la police près du foyer Sonacotra de Gargenville dans les Yvelines. Il aurait été surpris par un complice alors qu'il tentait de cacher de la drogue. Lors de l'interpellation, les 2 suspects ont agressé les policiers, blessant l'un d'entre eux. Son collègue a alors ouvert le feu sur l'un des agresseurs, le blessant mortellement. Deuxième journée du procès de Philippe Bidard et de 15 autres membres d'Iparetarak, l'organisation séparatiste basque. Les 16 hommes qui comparaissent devant la 16e chambre correctionnelle pour association de malfaiteurs avaient été arrêtés lors de 4 opérations de police et de gendarmerie entre 87 et 89. Certains de ces militants comparaîtront ultérieurement devant les assises, parmi eux Philippe Bidard qui devrait répondre de meurtre et de tentative de meurtre. Chapitre sport à présent, en ski alpin, première épreuve des championnats du monde à Saalbach et une médaille d'or pour le luxembourgeois Marc Girardelli qui remporte le slalom, tout cela sur fond de mesures de sécurité importantes. Sophie Lafortune. À Saalbach, l'atmosphère générale est à la morosité. Pas grand-chose à voir avec l'ambiance habituelle d'un championnat du monde. La gravité de la situation internationale perturbe les esprits. Dans ce petit village autrichien, la guerre du Golfe a ses répercussions. Lundi, la cérémonie d'ouverture a été annulée, les organisateurs ayant jugé que toute réjouissance serait déplacée et qu'il valait mieux prendre le moins de risques possible. Ici, ce qu'on craint par-dessus tout, c'est un attentat. Aussi, les autorités autrichiennes ont renforcé les mesures de sécurité. 140 policiers supplémentaires ont été dépêchés à Saalbach. Au total, 600 représentants des forces de l'ordre patrouillent sur les routes, sont postés autour du stade et fouillent systématiquement chaque voiture qui pénètre dans la vallée. Les athlètes des 48 pays participants bénéficient d'une protection spéciale 24 heures sur 24. Les Autrichiens avaient même prévu des mesures de sécurité exceptionnelles pour les Américains, mais ces derniers ne sont toujours pas arrivés à Saalbach et ne donnent encore aucune indication sur une éventuelle participation. Malgré toutes ces mesures, il n'y a pas foule et l'arrestation en Autriche de 11 Iraniens pro-irakiens n'a pas rassuré le public. Aujourd'hui pourtant et fort heureusement, tout s'est bien déroulé. Première épreuve, le slalom masculin. Le luxembourgeois Marc Girardelli l'a facilement emporté. Espérons que la victoire de cet ex-autrichien ainsi que la 2e place d'un enfant du pays, Stan Gassinger, auront mis un peu de baume dans le cœur du public de Saalbach. Et puis un cocorico en patinage artistique à Sofia, au championnat d'Europe du patinage artistique, Surya Bonali qui défendait les couleurs de la France et classée 2e aujourd'hui derrière l'Allemande Evelyne Grossmann. La jeune réunionnaise que vous voyez sur votre écran a, dit-on, exécuté une prestation supérieure, mais l'Allemande a été créditée d'une meilleure présentation artistique. Donc médaille d'argent pour Surya Bonali.
Le cinéma qui subit, il faut bien le dire, actuellement la crise du Golfe, a connu une moindre fréquentation des salles depuis mercredi dernier. Mais les producteurs ne sont pas inquiets puisque cette baisse intervient après une semaine plutôt favorable. Les films continuent de sortir, vous allez en voir quelques extraits. On ne fait plus la queue en ce moment devant les salles de cinéma. C'est donc l'occasion rêvée de fuir la réalité angoissante de la guerre du Golfe en se réfugiant dans les salles obscures pour y retrouver rire, émotion et aventure sans danger. Pour les accros du grand écran, notons cette semaine le retour du grand Yves Montand dans un thriller politique. Netchaïev est de retour de Jacques Deray. C'est l'ultime dialogue entre un père flic, Yves Montand, et un fils terroriste, Vincent Lindon. C'est aussi une réflexion sur le déclin de l'idéologie terroriste que l'on aimerait prémonitoire. Retour aussi à l'écran cette semaine de Bette Midler dans Stella. Elle chante et danse avec son abattage habituel, mais le film est surtout un vrai mélo. L'histoire d'une mère qui se sacrifie pour le bonheur de sa fille. N'oubliez pas votre mouchoir, il vous sera utile à l'entracte. Retour encore du vrai film noir avec Les Arnaqueurs, le premier film américain de Stephen Frears, l'auteur heureux des liaisons dangereuses. Cette fois-ci, ces liaisons sont encore plus dangereuses. 2 femmes, un homme sont liés par l'arnaque, l'amour, l'argent, le sexe et la violence. Explosif. Is everybody in this country as butt ugly as you three? Retour enfin du western avec Monsieur Quigley, un Tom Magnum Select, méconnaissable et superbe en Stetson et moustache. Détail, ce western est made in Australia, où il y a aussi des grands espaces, de l'humour et des bagarres. L'évasion est garantie. Bonne projection et oubliez tous vos soucis. Voilà, suivez le conseil d'Alain Beverini, allez au cinéma. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera dès 6h, de 6h à 8h30, Jean-Michel Leliot. Et puis Michel Cotta, Gérard Carrérou pour le premier point du matin sur la guerre du Golfe. Mais naturellement, toute la rédaction reste mobilisée. Vous aurez Jean-Pierre Pernaut à 13h, à 20h Patrick Poivre d'Arvor avec des flashs toute la journée. Quant à Denis Cadot, lui, pourrait intervenir cette nuit s'il se passait quelque chose sur le front du Golfe. Quant à moi, je vous retrouve en fin de soirée en compagnie d'Emmanuel Delataille. Bonne nuit à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité.